Après avoir dédié une vidéo complète à l'histoire du Stahlhelm ou le casque d'acier des Allemands, je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire du casque Hadrian, le casque typique et symbolique de l'armée française. Le casque Hadrian est une amélioration des fameuses cervelières, qui étaient apparues fin 1914, début 1915 et portées au-dessus des képis en laine. Évidemment, dès le début du conflit, les képis en laine se montrent obsolètes pour la protection des soldats. Le casque Hadrian va apparaître fin 1915, au mois de septembre, là où il est adopté. Le casque Hadrian est développé par un certain Louis Kuhn, chef des ateliers d'agrafage mécanique dans l'établissement Japy à Paris. Chose qui est très intéressante, c'est que le casque Hadrian sera le tout premier casque en acier de toute la Première Guerre mondiale. Cela veut dire que les fantassins français seront réellement les premiers à être dotés d'un casque en acier, développé en usine à grande échelle, suivi ensuite des Britanniques, puis des Allemands à partir de décembre 1915. Être les premiers, c'est très bien, mais sur qui s'inspirer? Car en effet, les Français partent d'une feuille blanche, car personne avant n'avait développé un casque à grande échelle. On s'inspire évidemment des bourguignottes, mais aussi des pompiers, qui avaient un casque similaire aux bourguignottes, le casque modèle 1895 en laiton. La source d'inspiration provient notamment du cimier, que nous retrouvons juste ici. Et ce cimier est excellent, puisqu'il va protéger les soldats par les chocs qui vont venir du dessus. Un cimier qui est également conçu pour se déformer et disperser toute l'onde de choc au casque, ce qui manquait cruellement au casque d'acier des Allemands. Le casque Hadrian est donc composé de ce qu'on appelle une bombe qui fait le tour de la tête, du cimier, d'une nuquière pour protéger tout simplement la nuque et d'une casquette pour protéger les yeux. Donc se protéger des projectiles qui vont venir soit de devant, du dessus ou de derrière tout simplement. Le casque Hadrian est également composé d'une jugulaire que nous voyons juste ici. Jugulaire qui peut être faite d'un cuir lisse pour la troupe ou jugulaire tressée pour les officiers. Et très souvent, le nombre de tresses influe sur l'importance de l'officier en fonction de son grade ou de son commandement. L'intérieur du casque Hadrian est lui aussi composé de plusieurs parties. Déjà, d'une coiffe qui est toujours en cuir. On parle de coiffe de premier type ou de second type. Et ceux qui ont peut-être déjà acheté un casque Hadrian ou qui en ont vu en musée, très souvent vous avez la mention de casque Hadrian coiffe premier type ou deuxième type. Mais qu'est-ce qui change? Finalement pas grand-chose. La coiffe de premier type est celle que j'ai dans mon casque Hadrian que je porte actuellement. C'est une coiffe qui est faite d'une seule pièce de cuir, très souvent en cuir noir. La coiffe de deuxième type, c'est la même chose globalement, mais nous avons un cerclage qui est distinct des petites oreilles en cuir. Cela veut dire que ces oreilles sont cousues sur le cerclage et non d'une seule pièce. Très souvent par contrainte de coût ou de matériaux. Il est plus simple d'avoir plusieurs petites pièces cousues en cuir que d'avoir une seule grosse pièce de cuir. On trouve également ce qu'on appelle des gaufrettes. Nous en avons une au niveau du front, de l'arrière de la tête et des côtés, qui servent à régler le casque, plutôt son diamètre intérieur, et ces petits tournodulés sont percés et agrafés directement avec la coiffe, qui tient par des petites agrafes à l'intérieur de la coque du casque, directement soudées, puis repliées. Et c'est pour ces raisons que je ne le montrerai pas dans cette vidéo, mais ces agrafes sont très fragiles et supportent très mal les torsions excessives. Celles de mon casque Hadrian sont en bon état, mais je n'ai pas envie de prendre le risque de les casser. Ainsi, en septembre 1915, l'adoption du casque Hadrian est approuvée par l'armée. Le casque Hadrian porte ce nom, mais pour autant, son créateur, son développeur s'appelait Louis Kuhn. Mais Louis Hadrian, officier de l'intendance militaire, passera la commande à l'armée française. Et c'est pour ces raisons que ce casque adoptera le nom d'Hadrian en référence à l'officier d'intendance Louis Hadrian. Au déclenchement de la bataille de Verdun, tous les soldats français, quasiment, sont dotés de leur propre casque Hadrian. Dans l'armée française, tous les casques Hadrian sont globalement les mêmes. Choses qui vont changer, la couleur, qui peut être parfois bleue comme ici, pour les troupes régulières, classiques entre guillemets, parfois de couleur moutarde pour la Légion étrangère, ou de couleur kaki pour les troupes coloniales. Et change également, parfois, l'emblème. Ici, je porte un casque de l'infanterie, donc j'ai la grenade, avec RF pour République française. Les soldats du génie, eux, auront un symbole et un emblème avec une cuirasse, toujours avec le RF. L'artillerie, le RF, mais deux canons entrelacés.
on retrouve également des emblèmes liés à l'intendance, au service de santé, etc. Et pour les troupes coloniales, on trouve un casque quadrillant avec le RF, donc République française, et un croissant de lune pour les troupes d'Afrique du Nord. Pour les troupes d'Afrique subsaharienne ou troupes de marine, donc anciennement troupes coloniales, nous avons toujours cette grenade avec le RF et l'encre de marine, car les troupes coloniales sont l'héritage des troupes de marine d'aujourd'hui. On retrouve également les casques quadrillants avec le corps de chasse pour les chasseurs à pied. La réelle volonté est d'assimiler toute l'armée, de la standardiser, mais également de faire des différences pour différencier les troupes, encore une fois, issues du génie, issues de l'artillerie, de l'infanterie, coloniale, etc. Le casque quadrillant sera produit à 3 125 000 exemplaires, que ce soit dans les établissements Japy à Paris ou dans d'autres usines réquisitionnées pour sa fabrication. Mais là maintenant une question reste en suspens, de quoi protège réellement ce casque ? Il est vrai que beaucoup imaginent que le casque quadrillant est fait pour se protéger de ça, les balles tout simplement. Il est vrai que ça pourrait paraître logique, les soldats se battent avec des armes à feu qui tirent des projectiles similaires, donc 8 mm. Mais ne soyez pas naïfs, le casque quadrillant ne sert pas du tout à retenir les balles, il n'a même pas été conçu pour ça. Car en effet, une balle, dans les films, on peut très facilement la retenir, mais dans la réalité, une balle c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus dévastateur qu'on imagine, surtout celle de cette époque qui était quand même en 8 mm, donc assez grosse. Le casque quadrillant, lui, ne peut pas retenir les balles, mais attention, ni même le Stahlhelm, ni même le casque des Britanniques. Un casque n'est pas conçu pour retenir les balles. Pourquoi, me diriez-vous ? Car en effet, on pourrait faire des casques blindés et ça protégerait nos soldats. Tout simplement. Mais le gros problème, c'est que faire un casque blindé, c'est impossible. Pas d'un point de vue technique, évidemment, faire de l'acier blindé à cette époque-là, on aurait su le faire. Mais le gros problème, imaginez-vous produire de l'acier blindé. Le coût de l'acier. Et aussi également, gros problème, cet acier est essentiel ailleurs, dans les obus par exemple, dans les pièces d'artillerie, dans les armes. Donc on manque de moyens, il nous faut un casque qui soit facile à produire, c'est vrai, mais qui ne soit pas forcément trop coûteux, et trop coûteux en ressources notamment. On rappelle que rien que pour la bataille de Verdun, c'est 1 100 000 soldats déployés. Donc ça ferait 1 100 000 casques blindés. Regardez déjà la taille d'une balle de l'époque, 8 mm. Il faut s'imaginer quand même que ça parcourra environ 1200 mètres. Donc imaginez-vous sa puissance. Donc le fait d'avoir un casque blindé, c'est très bien. La balle sera arrêtée, c'est vrai, mais l'onde de choc rentrerait à l'intérieur du métal. Et qu'est-ce qui se trouve derrière le métal ? La tête du soldat, qui est beaucoup plus molle. Donc l'onde de choc rentrerait dans la tête du soldat, dans son crâne, dans son cerveau, et il mourrait de commotion cérébrale sévère, voire fatale. Et aussi, gros problème, les oreilles également, et les yeux. Donc il est impossible de faire des casques par balle. Et ça n'a jamais été conçu pour ça. Il protège peut-être donc des éclats d'obus, puisqu'on rappelle que la Première Guerre mondiale a été novatrice sur l'artillerie. Mais imaginez-vous quand même que des éclats d'obus peuvent atteindre cette taille-là, et plusieurs kilos. Vous avez vu un petit peu les arêtes qui sont extrêmement coupantes ? Un obus, c'est de la fonte acérée. Donc c'est conçu pour créer des arêtes très coupantes, et ça, quand c'est projeté, c'est rougeoyant, c'est chauffé à blanc. Donc imaginez-vous un casque quadrillant retenir un éclat d'obus de la sorte. C'est impossible. Alors attention, je suis sévère avec le casque quadrillant, mais dites-vous bien que c'est la même chose pour le casque des Britanniques ou les casques des Allemands. Les casques ne sont pas en mesure de retenir les balles, ni même les éclats d'obus. Dites-vous quand même que ça, c'est un petit éclat, et ça pèse déjà plusieurs kilos quand même. Certains éclats peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos, puisque le plus gros des obus pèse 1 tonne. Donc en effet, ce n'est pas fait pour retenir les éclats. Ou alors les éclats, mais plus petits et en fin de course, mais pas directement. En réalité, les casques, qu'ils soient Adrian, casque Stahlhelm ou casque Brodie des Britanniques, sont uniquement faits pour retenir des projections diverses. On rappelle que les soldats dans leurs tranchées sont bombardés, et très souvent ce sont les abords de leurs tranchées qui le sont. Et donc quand les abords des tranchées sont bombardés, sont projetés différentes pierres, boue, terre, fragments de bois, fragments d'acier, et donc c'est pour se protéger tout simplement en grande partie des projections de pierres ou de roches. Car en effet, au début de la Première Guerre mondiale, on remarque que les soldats en képi ou même en casque à pointe, en cuir bouilli, font face à de nombreuses blessures, très souvent sévères et même fatales, du fait des projections des minéraux. On pourrait dire que le casque quadrillant protège, mais pas à ce point-là, car une pierre à pleine vitesse pourrait largement traverser le casque, et c'est vrai. En revanche, on a établi des calculs. Avant le casque quadrillant, 77% des blessures à la tête étaient mortelles. Après l'adoption du casque quadrillant en 1916, on refait les calculs et on tombe à
22%. Donc non, le casque Adrien a été véritablement l'ange gardien de nos soldats français. 3 125 000 exemplaires produits. Un casque avec une très belle forme déjà et très confortable, entre 650 et 750 grammes pour les plus grandes tailles, très loin des 850-900 grammes d'un Stahlhelm allemand. Donc en effet, le Stahlhelm allemand protège bien mieux puisqu'il est plus épais, mais le casque Adrien est plus confortable. Et il est fait de plusieurs pièces, ce qui peut s'avérer être un point négatif pour sa production, et ça l'a été parfois. Mais en revanche, le fait d'avoir plusieurs pièces, cela crée des interstices dans lesquels vont s'engouffrer les ondes de choc, et donc vont se disperser à tout le casque. Là où le soldat allemand, lui, prend tout de plein fouet. Mais il est vrai que rien qu'à voir aujourd'hui, le casque allemand plus abouti inspirera les armées d'aujourd'hui, tel qu'on le voit avec les fameux nouveaux casques en Kevlar ou en matériaux composites, qui ont globalement la même forme que le casque allemand. Mais c'est pas pour autant que le casque Adrien n'inspirera personne, puisque sur ces 3 125 000 exemplaires produits, on peut compter surtout des exemplaires français. Mais le casque Adrien inspirera beaucoup d'autres nations, notamment alliées. Sur 3 125 000 exemplaires produits plutôt du côté français, on pourrait ajouter à ça des exemplaires italiens, russes, belges. Plein de nations vont adopter, quasiment trait pour trait, le casque Adrien. Donc encore une fois, si ce casque était réellement obsolète et pas forcément abouti, personne s'en serait inspiré.